Un nouveau rendez-vous, et c'est toujours au plateau de votre émission Grand Jury, avec votre humble serviteur Rodrigue Aego qui vous salue dans le précieux nom du Seigneur, celui-là qui nous a créés et qui nous a demandé de pardonner pour être pardonné. Celui-là qui a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est donc à travers ces lignes de la Sainte Bible que nous vous adressons toutes nos salutations ce matin, vous sachant très nombreux à l'écoute de notre émission Grand Jury. Et ce matin, nous y sommes avec vous, qui que vous soyez, qui que vous pensez être, vous ne savez pas ce que vous allez devenir demain. C'est assez profond, n'est-ce pas? C'est pour ça que ce rendez-vous est consacré donc au savoir-vivre et à ce que nous pensons savoir, mais que nous ne maîtriserons jamais, nous ne connaîtrons jamais. La force est donnée donc à certaines personnes de porter haut un flambeau pour illuminer des communautés qui pensent s'éterniser dans l'obscurité. Bonjour donc à vous toutes et à vous tous. Nous disons bonjour au préfet de la préfecture de Zion, au maire de la ville de Tchévier. Nous disons également bonjour au président de la République, son Excellence Faure Eswazimna Gnassingbé, au premier ministre Selom Komi Klassou, à tous les ministres du gouvernement et à toutes les personnes qui sont à la recherche de la justice, toutes les personnes qui sont incarcérées, que ce soit de la plus bonne ou de la plus mauvaise des manières. En tout cas, ce matin, nous osons bien croire, vous proclamez la liberté. Cela devra s'accomplir. Rapidement, pour vous, ce matin, nous allons scruter la une du journal Courrier de la République paru dans les kiosques, en édition spéciale, puisque c'était promis, c'est ce rendez-vous. On vous l'avait promis. Même si nous n'avons pas à nos côtés ce matin le directeur de publication Tchakala Alilou qui serait indisposé, nous avons au moins tout de même cherché à découvrir la plume qui relance Courrier de la République ce matin, et c'est donc notre invité avec qui nous allons parcourir donc les lignes de cette parution spéciale, titrée donc copie de la lettre envoyée au général Eyadema à sa résidence céleste, compte rendu de l'audience accordée. Et puis, autre titre, toujours à la une du journal, gouvernement Klassou face au mandat social de Faure, les ministres s'engluent dans une dangereuse paresse. Et pour finir, fracassante révélation en perspective, s'interroge le journal qui écrit quand Pedro Amouzou complique la situation de Fabre. Voilà donc la une du journal Courrier de la République qui est paru dans les kiosques ce matin en numéro spécial. Numéro spécial parce que il s'agit d'une lettre envoyée au général Eyadema depuis sa résidence céleste, qui a envoyé ce courrier. Que dit ce courrier? Que comprendre des lignes de ce courrier? Compte rendu de l'audience. Eh bien, l'auteur de cette œuvre magnifique, cette œuvre qui parle beaucoup, qui dit beaucoup de choses, qui révèle également beaucoup de choses et dresse un chemin magistral vers la lumière, à toutes et à tous, du moins à vous qui aurez la chance de lire ce courrier, allez-y comprendre. Mais nous l'avons avec nous, Sire Adomayakbor, Alban de la Meunière. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci à vous, merci à toutes les auditrices et à tous les auditeurs, toutes les citoyennes d'État et tous les citoyens d'État. Merci. Voilà donc, et bonjour également à tous les Togolais de la diaspora qui nous suivent sur les ondes, également sur le web via deux liens, le www.ebenradio.com, le www.togovision.com, www.icilomé.com, le www.togo-6online.co.uk. Bienvenue donc pour les informations et l'actualité de votre cher pays, le Togo. Ce matin, en tout cas, nous allons vous plonger dans le savoir. Et nous ne saurons introduire notre invité sans prendre cette citation identité togolaise. Sachez que si fou vous me prîtes, cette folie ne peut être de base commune. Mais si fou aliéné vous me prîtes, ce me semble honneur fait à ma résidence de fou pensant. Que comprendre? Assez profond. D'abord, avant de répondre, je voudrais adresser mes pensées les plus émues et les plus soutenues par des mets invisibles des cieux en l'endroit de mon frère Pascal Bodjona et en l'endroit de Kpacha Gnassingbé que je ne connais pas, de tous ses compagnons d'infortune et à tous nos frères qui sont incarcérés dans cette affaire
dramatique de l'incident du marché de Lomé. Bon, ceci dit, sachez que si fou vous me prîtes, cette folie ne peut être de base commune. Mais si fou aliéné vous me prîtes, ce me semble honneur fait à ma résidence de fou pensant. C'est profond. Ça veut dire que dans la vie, quand vous dépassez un peu, vous sortez quelque peu des marges, vous avez des esprits faisandés qui vous considèrent de toute façon d'emblée comme étant quelqu'un de fou. Si on doit me prendre pour un fou, je préfère qu'on me prenne pour un fou aliéné. C'est-à-dire, c'est un étage supérieur à la folie de base commune. Mais je ne suis pas un fou simple, je suis un fou aliéné. C'est-à-dire que je suis un fou qui pense. Et je pense à quoi? Je pense au bien-être de tous mes concitoyens d'État. Je pense à la liberté de tous mes concitoyens d'État. Et je pense à cette idée magnifique qu'est le rassemblement de tout le monde autour d'une ambition commune. Et en sus de cela, je pense à quoi? Je pense à tous nos chers disparus, à tous nos morts, dont aujourd'hui la mémoire est foulée par un bon nombre d'esprits faisandés. On ne peut pas construire une société sur ce constat qui est l'irrespect à la mémoire des morts. Et dans nos civilisations, qu'est-ce qu'il convient de dire à cet effet? Nous avons toujours considéré que les morts ne sont pas morts. Nous avons le culte des morts en Afrique et par-delà les mers. Quand vous avez une situation qui vous préoccupe, vous priez Dieu, vous lui adressez vos prières, et puis vous invoquez au fond de vous-même quelqu'un de... Ça peut être votre père, s'il n'est plus, ou un membre de votre famille, pour qu'il vous vienne en aide. Eh bien, ce petit roman, Tribune, l'idée m'est venue comment? Un jour, j'étais à la maison, et puis il y avait une vieille dame qui passait, une revendeuse de poissons fumés. Alors, au moment où je rentrais dans la cuisine, je la vois devant. Elle avait les larmes aux yeux. Il devait être 19h, elle n'avait rien vendu. Et puis, elle me dit, papa, en mina, elle me dit, papa, on me dit, papa, viens. Mais elle m'a appelé, elle me dit non, qu'elle n'a rien vendu. Je suis obligé de parler de Mina pour... voilà. Et puis, elle me dit, mais il y a demain, les filles, ma bien audience, m'avait quoi, elle a appelé un tigné. C'est ce qu'elle m'a dit, la vieille dame. Alors ça m'a fait tilt dans la tête. Il y a demain, audience. Nous avons un président qui est là. Pourquoi elle n'a pas dit fort audience? Elle dit, il y a demain, audience. Donc l'idée a germé dans mon esprit pour essayer de savoir ce que peut être une audience céleste. Donc j'ai imaginé une lettre que, dans cette fiction, j'ai envoyée au général Eyadema, et à ma grande surprise, il m'a répondu, me donnant rendez-vous à une certaine heure, 13 minutes, mais la date n'était pas précisée, ni le jour. Donc, tout ce petit roman est passé, a commencé à germer dans mon esprit à partir de là. Et vous avez remarqué que le voyage est tout à fait prenant. Hein, comment je décris le passage du trou noir, les portes de l'enfer. Voilà. Ça a dû faire peur également au général. Le général se porte très bien. Il se porte très bien. Il veille sur nous, il veille sur le pays et il veille sur tout ce qui se passe. Il regarde, il va s'en charger. Et tous ceux qui souffrent peuvent compter désormais sur sa bénédiction et celle de Dieu. Et sa bénédiction. Et puis, je voudrais, pour en finir avec ce chapitre, que je regrette beaucoup que le nom du général soit devenu ainsi couvert je ne sais pas, d'une chape de plomb. C'est-à-dire qu'on n'ose plus dire Eyadema. Alors que la quasi-totalité des gens qui sont là aujourd'hui, qui gouvernent, ont été issus de sa fabrication politique. C'est pur produit. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? On a honte de dire Eyadema? Moi, je ne l'ai pas connu, Eyadema. Ceux qui ont été avec lui, ses amis, où est-ce qu'ils sont? S'ils étaient vraiment, réellement les amis du général, est-ce qu'ils permettraient, est-ce qu'ils laisseraient faire ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux? C'est quand même triste que ce soit moi, de rien du tout, qui soit aujourd'hui
en position de défendre la mémoire du général Eyadema. Mais où va-t-on? On va y arriver, mais dites-moi, avec ce qu'on peut appeler soupir de cette vieille dame, comment vous l'aviez reçu? Quel sentiment cela vous a donné afin que ça puisse vous plonger dans la mémoire telle que vous venez de les décrire? Ça m'a perforé le cœur. C'était un soupir de désespoir. De désespoir. Parce qu'elle n'avait rien vendu, cette vieille dame. Peut-être que ce petit marché qu'elle avait sur la tête, elle n'avait pas encore eu fini de payer l'argent qu'elle a peut-être emprunté pour se faire. C'était un soupir de désespoir et en même temps de regret. Parce que figurez-vous, du vivant du général Eyadema, vous avez des gens dans ce pays, évidemment, personne n'est parfait, n'est-ce pas? Le général Eyadema avait fait des choses qui étaient répréhensibles. Il le dit lui-même. Il le dit, il le reconnaît. Parce qu'avant de parler de quelqu'un, il faut avoir le sens de la vérité et un certain sens aigu de l'objectivité. Il ne faut pas avoir parti pris dans cette affaire. Donc, le général Eyadema n'était pas quelqu'un d'exemple de toute reproche et de péché. Bon, mais en même temps, ça fait 10 ans qu'il n'est plus là. Et vous avez beaucoup de gens qui disent, si Eyadema était là, pourtant parmi ces gens-là, vous en avez qui en avaient assez, qui durera comme ça au pouvoir. Vous comprenez? Et aujourd'hui, ce sont les mêmes, pratiquement tous, qui regrettent qu'il ne soit plus là. Donc il y a un vide. Et ce vide, on ne peut pas le combler. On ne peut pas combler le vide d'une personne qui n'est plus là. Alors dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de représenter et de mettre sous les yeux de la population, c'est-à-dire du peuple, c'est-à-dire de l'âme d'une nation qui est à construire, ce qui peut rassembler, tisser des liens au sein de cette nation, c'est-à-dire la solidarité. Le soupir de cette vieille dame, c'était un cri pour une certaine forme de solidarité. Or, les gens ne se sentent pas épaulés, ils se sentent abandonnés, ils se disent, c'est toujours les mêmes, il n'y en a que pour les mêmes, et le bol de maïs qui augmente, alors que sous Eyadema, il y avait une certaine politique de stabilisation des prix, ou en tout cas où l'État prenait ses responsabilités pour éviter que les prix ne flambassent. Alors, il faut faire en sorte que les gens se sentent de toute façon liés par une ambition, par quelque chose de commun. Il faut une solidarité intrinsèque qui doit être le ciment intérieur de ce pays. Et c'est ça qui manque aux gens. C'est ça qui leur manque. C'est pas autre chose. Les gens ne contestent pas à ceux qui mangent plus que de ne pas manger. Mais si vous mangez, pensez à ceux qui n'en ont pas beaucoup. Il y a mesure dans tout, n'est-ce pas? Voilà, on vous a assez compris. On va aller pas à pas. Vous avez introduit un courrier au feu général président, Nsingbe Eyadema. Que lui avez-vous dit dans votre courrier? Vous lui avez transmis en quelque sorte les sentiments de cette vieille dame également? Au travers des sentiments de cette vieille dame, j'ai globalisé. C'est-à-dire que je l'ai informé. Et je suis convaincu que le général Eyadema, de là où il est, ne fut pas content de tout ce qui se passe. Parce que vous savez, les esprits sont toujours là. Les esprits demeurent. Qu'est-ce qui leur manque? Il leur manque le corps. Vous savez, j'ai lu beaucoup de choses sur la mort. Avant d'écrire ça, je me suis tout de même documenté. Vous savez, il y a des gens, il y a eu des expériences qui ont été faites par de grands chercheurs sur des gens qui étaient dans un coma profond et qui sont sortis de leur coma et qui ont raconté ce qu'ils ont vu. Et toutes les versions se recoupent avec ce sentiment de l'esprit, de l'âme qui est éjecté du corps, et avec ce sentiment qu'il flotte. Vous pouvez consulter toutes les recherches, qu'elles soient
américaine, européenne, vous verrez que tout concorde. Donc, il faut supposer quoi? Il faut supposer que quelque chose nous dépasse. Qu'en réalité, quand on est mort, c'est quoi? C'est la mort de la chair. L'âme ne meurt pas. L'esprit demeure. Évidemment, l'esprit ne parle pas. L'esprit est complètement démembré. Mais il y a quelque chose qui reste, qui demeure. Et cette chose-là a une certaine conscience, qu'ils ne peuvent pas, nous, puisqu'ils sont dans une autre dimension, nous communiquer. Mais je suis convaincu que le général Eyadema doit condamner de la façon la plus stricte certains points, et je dirais même de détail, du concert de ce qui se passe. Voilà, ce qui se passe. Vous l'avez dit et vous avez mis un accent particulier sur l'union, le pardon, le rassemblement autour d'un idéal togolais. Mais avant d'y arriver, j'aimerais quand même comprendre un petit truc. Nous voyons, c'est vrai en Afrique que les morts ne sont pas morts, dit-on. Nous voyons que dans pratiquement toutes les maisons, vous avez au moins un jour où il y a une cérémonie qu'on appelle libation, où on invoque les noms de toutes les personnes décédées, la lignée familiale décédée, et on prétend leur donner de l'eau, de la boisson, ce qu'on a de plus valeureux, de l'autre côté de l'au-delà, ou là-haut, si on peut le dire ainsi. Est-ce que cela signifie qu'à un moment donné, on doit se souvenir de ces morts afin de peut-être chercher à refléter ou à tirer peut-être des leçons de leur vécu, ce qui aura été bon, ce qui aura été mauvais? J'ai écrit, il y a un passage où je dis que après tout, nous ne sommes que des éphéméroptères. Il faut que j'explique aux gens ce que ça veut dire. Ce sont des insectes qui ont une durée de vie absolument très très courte. C'est un peu ce que nous sommes, sauf que nous avons l'essence de la parole, de l'écoute, de l'ouïe, etc. Et une conscience que n'ont pas forcément ces insectes-là. Nous y passerons aussi. Je mourrai un jour, peut-être en sortant de ce studio. Tout le monde. Pas le sou, ça peut arriver. C'est vrai. Je vous en remercie. Tout le monde y passera. Seulement, quand vous avez en tout un chacun cette crainte, cette peur de l'au-delà, cette question qui est là, qui circule dans nos veines, etc. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Qui n'a pas une seule seconde, une seule fois pensé à ça? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? La vie, c'est une question de philosophie. Qu'elle soit dans le domaine littéraire, politique, social, tout ce que vous voulez, c'est par la philosophie, c'est-à-dire par les questions que l'homme se pose sur son existence ou sur les questions de société, c'est par la philosophie qu'on arrive à avoir une certaine sagesse d'action. La personne qui se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il y a après la mort, pourquoi cette personne se pose cette question? C'est parce qu'elle a l'impression qu'il y a quelque chose après la mort, mais elle ne peut pas l'identifier. Sinon, où est l'intérêt d'aller verser de l'eau, faire des petites cérémonies pour les chers disparus qui n'y sont plus? C'est parce que nous avons en nous cette appréhension de ce qui est après la mort, ce qu'il y a une vie après la mort. Personne ne peut le dire. Moi non plus, puisque moi c'est une fiction. Personne ne peut le dire. Et c'est justement, c'est ça qu'il faut craindre. Vous supposez, vous imaginez que s'il y avait une vie après la mort, tout ce que vous avez fait sur la vie terrestre, vous croyez tout de même pas que ce sera effacé par une baguette magique? Ça, vous savez, ce qu'on appelle la vie antérieure, est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé d'avoir comme ça des impressions de déjà-vu? Vous avez une image qui vous passe, vous dites, tiens, j'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu ça, j'étais à cet endroit, ça me rappelle quelque chose. Mais en réalité, j'ai l'impression que ce sont des petits flashs qui vous arrivent d'une vie antérieure. Parce que la conscience ne meurt pas. La conscience ne meurt pas. Quand on parle de réincarnation, la réincarnation, prenez un exemple. Si votre père, qui hélas n'est plus, était la réincarnation consacrée dans quelqu'un de votre entourage, etc., cette personne pourra ne pas lui ressembler physiquement,
mais cette personne pourrait avoir des manières, des gestuels, tout un ensemble de signes comme ça, qui pourraient vous faire penser à votre père. C'est-à-dire que la réincarnation, vous avez la quintessence de la conscience qui, en tout état de cause, se réincarne dans la personne physique incarnée. Vous comprenez ça? Voilà. Et c'est cette question, sur la base de cette question, de ces questions-là, que nous devons quand même réfléchir à avoir une société beaucoup plus solidaire et avec le respect absolument, mais magistral pour la mémoire des morts. Respect magistral pour la mémoire des morts. Dans votre courrier au Feu Général Président, vous avez parlé des valeurs humaines, les principes auxquels vous fûtes profondément attachés, c'est-à-dire à savoir la cohésion nationale, la solidarité, la générosité, la famille, le sens du pardon. Oui. Est-ce que vous avez comme l'impression que cela nous manque aujourd'hui? Oui. Ah oui, je n'ai pas l'impression. Je vis cette impression. C'est-à-dire que cette impression est incarnée en moi. Mais comment voulez-vous qu'un être humain, c'est quand même la première base fondatrice de l'homme, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on entend par le sens du pardon? C'est la tolérance. Comment pouvez-vous avoir un esprit de tolérance si vous n'avez pas le sens du pardon? Qui n'a jamais été heurté par son prochain? Et si nous n'avons pas le sens du pardon, nous allons continuer comme ça, avec des petites haines qui se superposent sur d'autres petites haines, et ça fait quoi? Ça va faire une explosion sociale. Il faut, c'est la noblesse même de l'être humain de pouvoir dépasser ce qui le tire vers le bas. Si vous restez toujours englué dans ces histoires de rancœur, c'est des rancunes comme ça, vous n'évoluez pas. Ceux que vous mettez à l'écart, et si par surcroît, ceux-là même étaient des vôtres, dans un passé relatif, est-ce que vous croyez sincèrement que ça a une noblesse? Ça n'a aucune espèce de noblesse. C'est pire que péché. Il faut être capable de pardonner à son prochain. Le jour où vous avez des hommes qui arriveront à habiter cette noblesse d'esprit, c'est-à-dire à avoir le sens du pardon, le sens de la tolérance, vous verrez qu'on se comprendrait beaucoup mieux. Et pourquoi vous rappelez ces valeurs humaines au Feu Général Président? Parce qu'il avait incarné. Je me mets hors de la sphère politique en ce qui le concerne pour parler des valeurs qui étaient les siennes en la générosité. Il paraît qu'il était très généreux. Tout le monde m'a dit ça, qu'il était très très généreux. C'était quelqu'un qui était très dur, qui pouvait sévir, mais qui en même temps pouvait pardonner. Il suffisait de reconnaître, comme on dit, une faute avouée est à moitié pardonnée. Il pardonnait. Même si la faute n'était pas avérée, il pouvait vous pardonner. Parce que, bon, vous savez comment il était très dur. Mais en même temps, c'était quelqu'un qui avait un sens très très fort pour la famille, du pardon et de la générosité. Combien de millions de personnes dans ce pays n'ont pas été reçus en audience depuis les 38 ans, au cours des 38 ans, et qui ont été aidés par le général. Il y a quand même des dates précises que les Togolais cherchaient. C'était la fameuse 13 janvier où Lomé 2 était vraiment comme un marché qui s'animait. Les gens allaient chercher des billets et ils en faisaient régulièrement. Mais moi, je trouve ça très bien. Pourquoi? Parce qu'après tout, cet argent que distribuait le général, c'était l'argent des Togolais, oui ou non? Oui. S'il le prenait, il en redistribuait aussi, il leur en donnait aussi. Alors, quand vous avez des gens qui sont dans les difficultés, des gens pour qui leur salaire ne les aide plus, ne leur permet plus de vivre, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils se retournent ou alors aller emprunter de l'argent. Des fois, on ne prête pas parce qu'ils ne produisent pas toutes les garanties nécessaires. Donc, ils vont faire quoi? Ils vont voler, ils vont violer les filles,
les filles vont faire quoi? Vont se la donner à la prostitution. Donc, à ce moment-là, il y avait un père de la nation. Donc, chacun allait lui soumettre son problème et l'aider. Je ne dis pas qu'il faille l'instaurer en régime politique, que ça devienne institutionnalisé. Mais tout de même, faire ça autrement. Mais, bien sûr, mais tout de même, il faut que les Togolais aient la possibilité tout de même d'aller voir leur président. Le président de la République, personne ne le voit. Il ne parle pas aux gens. Moi, je ne me rappelle pas le son de sa voix. Tu ne sais pas s'il a une voix fine, aiguë ou grave. Je crois que vous devez déjà suivre ces interventions, surtout les 26 avril de chaque année, et puis également 24, 31 plutôt décembre de chaque année. Ça dit beaucoup de choses. Oui, mais les gens ont besoin de choses beaucoup plus fortes que ça. Ils ont besoin de se sentir aimés. Vous savez, la fonction présidentielle n'exclut pas d'avoir du cœur. Au contraire, la fonction présidentielle, elle n'exclut pas d'avoir du cœur. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que vous gouvernez, vous présidez à la destinée nationale. Comme père de famille. Comme père de famille, même si vous êtes plus jeune que certains de vos sujets. Il faut leur donner l'impression que vous les aimez. Il faut leur parler. Dites-leur que vous les aimez. Parce que c'est honteux de dire à quelqu'un qu'on l'aime. Vous n'avez jamais compris ça. Si vous ne parlez pas aux gens, on revient à la puissance du verbe. Or, il s'agit de quoi? La puissance du silence. C'est quoi le silence? C'est le chaos. Il faut parler aux gens, il faut leur expliquer qu'on s'occupe d'eux, il faut leur dire qu'on les aime. Le Togolais a envie. Vous n'avez pas envie, vous, qu'on vous dise qu'on vous aime, madame. Mais il y a déjà, par exemple, des ministres qui parlent déjà aux Togolais dans tous les domaines donnés. Non, ce sont des avocasseries de comptoir, ça. C'est pas ce qu'on leur demande. On leur demande à ces ministres d'expliquer ce qu'ils prennent comme décision, ce qu'ils vont prendre comme décision, de précéder ces décisions par la puissance du verbe, et ensuite de l'accompagner par la même puissance de verbe, pour que les gens puissent comprendre. Si vous prenez des décisions, des mesures que vous ne leur expliquez pas aux gens, même si ça va dans leur intérêt, les gens ne comprendront pas. Parce que c'est clair, tous les peuples de toutes les nations ont toujours vécu, ça c'est clair. Toutes les politiques de redressement comme étant une violence qui leur sont faites. Parce que vous avez dans la population des gens qui n'ont pas une résidence importante sur le plan intellectuel. Donc à ces gens, est-ce que vous croyez que c'est avec des systèmes de communication de la présidence de la République ou de la primature que ces gens vont comprendre? Vous croyez que le verbe va aller jusqu'à ces gens dans leur abri d'ombre? Non, il faut aller vers ces gens, il faut aller leur porter la parole, il faut aller leur expliquer, parce que beaucoup n'ont pas été à l'école, malheureusement. Et s'ils n'ont pas été à l'école, c'est peut-être pas leur faute directe. C'est peut-être parce que la famille ou les parents n'avaient pas les moyens de continuer à payer ou en tout cas à les aider en ce sens. Et j'en profite pour rappeler ceci, dans l'idéal togolais que nous entendons, je ne suis pas seul, que nous entendons inventer, j'en profite pour vous dire ceci. Sortir du système scolaire avant le bac sera terminé. Voilà. Il ne sera plus question de sortir du système scolaire avant le bac. Et ce sera à l'État, dans cet idéal, de faire en sorte de prendre ses responsabilités afin que les familles qui n'ont pas les moyens de subvenir à ces dépenses scolaires soient soutenues. C'est le rôle de l'État et l'État peut le faire. Voilà un point principal, capital de l'idéal togolais. On va en revenir. Dans le courrier, vous avez parlé, à lier un peu au sens du pardon, à l'union, le pardon, le rassemblement autour d'un idéal togolais. Vous avez pointé du doigt un message ou une situation qui a attiré l'attention du feu général président. Et je vais le dire puisque j'ai parcouru tout le document qui a dit... Quelle page? Oui, je vois pratiquement
à l'avant-dernière. Et ça a suscité un peu une réaction du général qui dit faire acte de clémence envers ses frères qui sont détenus. Et vous avez parlé de Pacha Gnassingbé, de Pascal Boudjounan, de son neveu Esso, et puis des incarcérés dans l'affaire des incendies des marchés de Kara et de Lomé et tous les autres, y compris tous les détenus de droit commun qui arrivent en fin de peine. Et là, la réaction du feu général a été surprenante. Oui, elle a été surprenante et très très émouvante. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Essazimna, c'est comme ça que ça se prononce, n'est-ce pas? Fais-le pour ton père, Gnassingbé et Adema. Et en joignant, en le disant, il joignit ses mains invisibles. De par cette phrase, vous avez toute une symbolique. C'est comme si vous aviez votre père qui se mettait à genoux devant vous pour vous supplier de faire acte de clémence envers vos frères. Est-ce que vous pourriez avoir l'audace, la suprématie de lui refuser ça? Mais je ne vais pas le laisser se mettre à genoux quand même. Mais, puisqu'il en est arrivé là, est-ce qu'il faille encore qu'il se courba plus que ça? Non. Je pense qu'au-delà de ça, de cette phrase, l'essentiel est subliminal. Vous savez, un président de la République, ou en tout cas quelqu'un qui a résidence de fonction officielle, ne doit pas entendre ce que dit le peuple, pas seulement entendre ce que dit le peuple, il doit entendre ce que dit son cœur, ce qu'il vit. Saisissez bien la nuance. Entendre ce que dit le peuple, pas seulement, mais c'est d'entendre ce que pense son cœur. Et le jour où nos gouvernants arriveront à comprendre, à intégrer cette formule de pensée, je pense qu'il y aura comme une sorte de bénédiction sur la nation tout entière. Parce qu'à partir du moment où vous écoutez ce qu'ils pensent, est-ce que vous attendez encore que cette personne soit annihilée par terre à plat ventre pour vous supplier de lui donner son dû? Non. Il faut devancer, toujours devancer. C'est aussi ça la politique. Devancer. Faire ce que le peuple n'attend pas forcément de vous, mais faire du bien. C'est ça la politique. C'est ça la noblesse de la politique. La noblesse de la politique. Et pourquoi vous avez mis l'accent sur les personnes détenues dans le cadre de ces affaires que vous avez citées? Tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, escroquerie internationale, incendie des marchés de Kara et de Lomé. Et vous avez parlé de tous les détenus de droit commun qui arrivent en fin de peine. Oui. Cette affaire de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. De l'État. J'y comprends rien du tout. Mais pourquoi? J'y comprends rien du tout. Je ne sais pas. Sincèrement, quelles qu'aient été les fautes, les responsabilités? Je pense que M. Pacha Gnassingbé est malade, paraît-il. Il est actuellement, selon nos informations, sous soins. Moi, je vais aller plus loin. Ce que personne ne dit publiquement, je vais le dire. Parce que moi, j'ai fait le voyage céleste et je suis revenu. Et dans le ciel, qu'est-ce que j'ai vu? N'ayez pas peur. Vous vous rappelez de Jean-Paul II? Si. Il était au banquet. Oui, le banquet qui a terminé le voyage. Absolument, il était au banquet. Ce qui est important, vous imaginez si quelque chose devait arriver à M. Pacha en prison, s'il devait y mourir, qu'est-ce qui se passerait? La première conséquence serait quoi? La dislocation, l'explosion de la famille. Vous comprenez ça? Or, la famille était sacrée pour le général. Quasiment sacrée. Pour le général, sa famille, c'était sacré. Moi, je ne connais pas de père de famille
pour qui sa famille n'est pas sacrée. Si ce monsieur devait mourir en prison, première conséquence, la famille serait divisée, elle ne serait pas divisée, elle va exploser. Que diront les enfants de M. Pacha dans quelques années aux enfants du président de la République qui est son grand frère? Donc, ça va être une division qui va être perpétuée de génération en génération. C'est ça qu'il faut dire. Et peut-être qu'ils seront pardonnés, puisque vous avez parlé du pardon. Bien sûr, mais ce sont des enfants. Est-ce qu'un enfant a la même notion haute du sens du pardon qu'un adulte? Surtout si son père a laissé la vie dans des conditions telles que cet enfant qui n'a peut-être pas passé assez de temps avec son père, vous croyez qu'il ne leur manque pas? Vous croyez que M. Pascal Bodiona, ses enfants ne lui manquent pas? Vous croyez qu'il ne manque pas à ses enfants? Moi, j'ai vu ses enfants, parce que moi, je ne suis pas le genre à me cacher. Vous avez des ministres qui sont là, qui faisaient partie du même gouvernement que M. Pascal Bodiona. Lui sont-ils redevables de quoi que ce soit? Je n'en sais rien. Mais en tout état de cause, ils étaient tous dans la même équipe. Combien sont-ils aujourd'hui à lui rendre visite là-bas? Combien sont-ils? Peut-être. Vous n'êtes sans savoir qu'il est dans une affaire qui... non, je sais pourquoi ils n'y vont pas. Ils n'y vont pas pourquoi? Parce que s'ils y vont, ils perdent leur place. C'est pas ça la noblesse humaine. Pardon? Hein, oui. Pourquoi ils n'y vont pas? Ils n'y vont pas parce que s'ils y vont, ils seront sanctionnés. Par qui? Par le président de la République. Pourquoi, selon vous? Parce que ils sont ministres, s'ils ne vont pas, peut-être que ça ne fera pas plaisir au président de la République. Ce sont des gens qui mentent au président de la République. On ne ment pas à un président de la République. Quand on respecte, quand on a une certaine idée de la nation, des hautes choses politiques et de l'État, on ne ment pas au président de la République. Moi, je ne mentirai jamais à un président de la République. Ils peuvent me couper la tête, je ne mentirai jamais à un président de la République. L'impression qu'ils mentent au Mais bien sûr qu'ils mentent au président de la République. Ces gens, il n'y en a pas tous. Mais en tout cas, dans le conglomérat, vous avez quand même une fraction quand même importante. En l'occurrence, cette petite aristocratie-là dont j'ai parlé et que le président de la République lui-même avait dénoncé. La petite minorité. Cette petite minorité, absolument. Et puis vous avez des gens comme ça qui sont là et qui complotent des choses. C'est un peu, j'ai dit, c'est l'odéon des coups tordus. C'est l'odéon des coups tordus. Parce que telle personne a une certaine ampleur, ou en tout cas une certaine considération dans l'opinion, il faut tout faire pour l'écarter. Monsieur Pascal Bodiona n'a jamais voulu la place du président de la République. Jamais. Jamais. Il aime. Il aime. Mais cependant, nous parlons par exemple d'une affaire d'escroquerie internationale avec une plainte qui est venue d'un étranger, Abbas Al-Youssef. Et nous savons aujourd'hui qu'il n'y a pas encore le procès et on ne sait pas quand est-ce que ce procès aura lieu. Vous avez tous les composants de cette affaire qui sont pratiquement disloqués et Pascal Bodiona, lui, il est archivier. Qu'est-ce que cela vous donne en termes de sagesse? Qu'est-ce que cela vous fait vivre? Cela me fait pleurer, cher citoyen d'État. Pourquoi? Fort me fait pleurer, oui. Je l'ai dit en général. Ça me fait pleurer. Ça me fait pleurer. Quand je vois... Si j'avais la possibilité, j'aurais rendu visite à M. Pacha. Même si je ne le connais pas. Il se trouve que Pascal, je le connais. La femme de Pascal, sa famille et mon père sont liés depuis des lustres. Je ne tombe pas comme un cheveu sur la soupe. Il faut bien que tout le monde le sache. Parce que là, vous avez également vu votre père dans le voyage. Absolument. Il était également au banquet. Absolument. Et un passage très important. Oui. Et Yadema et Olympie ont fait la paix. Ils ont fait la paix. Le document. Absolument, ils ont fait la paix. Eux, ils ont su se pardonner là-haut. Et Yadema et Olympio ont fait la paix. Si vous regardez bien, vous lisez bien, je sais que vous l'avez lu. Justement que les deux fils ont aussi fait la paix ici sur Terre. Mais il faut qu'ils fassent la paix. Ils l'ont déjà fait.
c'est une paix contractuelle, ça. Contractuelle, vous Oui, dites? oui, absolument. Je parle d'une paix globale. Parce que le pays fonctionne sur des moyens. Permettez quand même que je reprenne cette partie du général dans le document. Il dit, mon cher ami, me fit-il, puis il fait un geste en direction de ses compagnons célestes et dit, ici, nous vivons dans une union d'amour, n'est-ce pas? Il se tourne vers Sylvanus Olympio, cher frère, lui dit-il, toi et moi, on s'est pardonné, n'est-ce pas? Olympio, auréolé de son prestige de père de l'indépendance, ravi que son frère lui passe un temps soit peu la parole, lui renvoie un signe approbateur plein de tendresse et de pardon et me dit, mon enfant, regarde-nous bien, nous sommes unis et rassemblés dans la paix de Dieu. Ton papa ici présent peut te le confirmer. Mon frère Eyadéman, c'est qu'ils m'ont fait. C'est ce qu'ils m'ont fait, voilà. J'ai reconnu ces erreurs par nous commises qui ont pu mettre le feu aux poudres. Regarde-nous, mon enfant, nous sommes unis. On est tous rassemblés autour de Dieu dans une mission commune, l'amour, la paix, la charité, le sens du pardon. C'est assez profond. C'est pas beau, ça? La politique a perdu le sens de la beauté, de l'esthétique. C'est beau, ça. Est-ce que vous pouvez pardonner quelqu'un qui vous plante un couteau dans le cœur, par exemple? Mais la puissance d'une certaine noblesse d'esprit et de cœur, oui, le permet. De toute façon, on est obligé. Parce que sans quoi, qu'est-ce qui se passe? C'est une transmission générationnelle de la haine. On l'a vu. Les Olympieux en voulaient au Gnassingbé, c'était réciproque, et le pays était où? Le pays a été au bord de la guerre civile, à un moment donné, une guerre tribale. Quand je disais que le 5 février, le soir du décès du général Eyadéman, ben, le pays était au bord de la guerre civile. Est-ce que c'est bien ça? Ça n'est pas bien. Ça n'est pas bien. Si les gens ont l'impression, le sentiment, qu'ils sont dans une société solidaire, quelles qu'aient été les fautes commises, les gens sauront à un moment donné qu'ils seront jugés pour la justesse, pour la vraie pesanteur de cette faute commise. Vous comprenez? Mais si les gens ont le sentiment qu'ils sont victimes d'une certaine vadrouille judiciaire qui finit en général en quenouille, qu'est-ce que vous voulez qu'ils pensent, ces gens-là? Mais vous leur faites du mal. Vous leur brisez le cœur. À eux, à leurs enfants. Le président de la République, il a des enfants. Le Gotha, ils ont tous des enfants. Certains par 1000. Est-ce qu'il est bien qu'on transmette ainsi cette sorte de virus haineux intergénérationnel? Non, il faut mettre un terme à ça. Nous avons autre chose à faire, c'est de construire la nation. Il faut arrêter avec les avocasseries de comptoir. Il faut aller à l'essentiel. Il faut passer de l'éphémère au réel. C'est ça qui importe. C'est ça qui intéresse les Togolais. Les Togolais n'en ont rien à foutre de unir, ANC ou que sais-je encore. Ils ont besoin d'être... Vous comprenez? Ils ont besoin d'être intéressés, de s'impliquer dans quelque chose qui les réunisse. Un idéal commun. C'est ça. Les histoires d'unir, les histoires de ANC, les histoires de je ne sais quoi. Il y a combien de partis là? 150 partis. Un peuple ne peut pas gérer 150 partis. C'est pas possible. Un peuple de 7 millions d'habitants avec 100 combien de partis? C'est pas possible. Il faut qu'il y ait un mouvement qui supplante tous ces partis, un mouvement qui ne soit ni de gauche ni de droite, qui rassemble tous les Togolais dans un idéal, c'est-à-dire ce qui va intéresser eux-mêmes et leur génération future. Et en cela, il faut interdire la sortie de l'école du circus. Avant le bac. Avant le bac. Que vous l'ayez ou pas le bac, vous êtes obligé d'aller au bac. Au bac. Pour élever le niveau des gens. Le niveau intellectuel. Et tout ça d'important qui est là, et on parle de quoi?
Voilà, vous avez cité Voltaire qui a défini la République. Il a dit une République n'est point fondée sur la vertu, certes, mais elle l'est sur l'ambition de chaque citoyen qui contient l'ambition des autres. Mais voilà. Pourquoi? C'est ça, c'est clair. L'ambition de chaque citoyen qui contient l'ambition des autres. Et j'avais dit que eût-il fallu être Voltaire soi-même pour l'avoir compris. Qu'il s'agit bien là d'une idée d'ambition collective. Mais bien sûr. Qui implique le rassemblement des citoyens autour d'une ambition comme d'un idéal togolais. Mais c'est ce que voulait dire Voltaire. Si l'ambition de Paul est liée à l'ambition de Pierre, ainsi de suite, comment voulez-vous que ces ambitions-là se réalisent si eux tous ne sont pas unis vers une ambition commune? C'est ce que voulait dire Voltaire. On parle souvent de Machiavel en mal. On dit Machiavel, c'est la perfidie politique, etc. C'est la stratégie perfidie politique. Mais il y a une deuxième lecture de Machiavel. Machiavel a toujours été quelqu'un qui a conseillé les princes pour le bonheur des peuples. C'est ça qu'il faut aussi voir. C'était pas un diable. C'est-à-dire qu'il offrait, il mettait à résidence de réflexion aux princes une stratégie de conquête de pouvoir, du maintien de leur royaume, de leur cité. Mais en même temps, c'était dans un intérêt absolument public, c'est-à-dire populaire. C'est pour ça que j'ai demandé au général Eyadema de l'inviter au banquet. Et il y était. Et il y était. Voilà. Le temps, par rapport au temps, nous allons rapidement aller. Vous avez obtenu des réponses du feu général Eyadema qui a fait des recommandations. Qu'est-ce que selon vous ces recommandations doivent devenir? J'espère qu'elles seront suivies des faits. En tout cas, dans un premier temps, dans le cœur de tout un chacun. Qu'est-ce qu'il a dit concrètement? Il a dit ceci, il a demandé que le président de la République rassemble autour de lui son peuple, de faire en sorte que tout ce qui peut diviser ce peuple eût été écarté. C'est l'esprit du rassemblement, l'esprit du sens du pardon, l'esprit de solidarité et de clémence. C'est ça le message. L'union nationale, c'est le message du général. Quoi qu'il arrive, vous connaissez cette expression fameuse du général. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Ah ben oui, voilà, il a dit comme ça. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances et quoi qu'il arrive, le président fort doit lire ce message subliminal de son père pour aller lui-même faire le voyage intérieur dans sa conscience, pour comprendre une bonne fois pour toutes que tout ce qui va diviser les Togolais, ce sont les alentours. C'est le gotha du poison de la diffusion. C'est ce sida moral qui complètement a atteint certaines consciences en état de décomposition avancée. Il faut écarter tout ce qui va nous diviser et nous réunir. Il faut qu'on se sente réunis dans ce pays. Est-ce que vous avez l'impression d'être unis? Moi, je n'ai pas l'impression qu'on soit rassemblés autour de quelque chose. Tout le monde s'ennuie dans ce pays, tout le monde s'emmerde dans ce pays. Il n'y a pas de cristallisation. Il faut que le peuple soit cristallisé autour de quelque chose. Et ça, on ne peut le faire qu'ensemble. Il n'y a plus d'opposition. Il n'y en a plus. C'est une voix qui est éteinte pour le moment. Alors, vous croyez que c'est bien qu'il n'y ait plus d'opposition dans un pays? L'opposition, c'est bien qu'elle existe, parce qu'elle participe au débat et stimule les choses, le pouvoir. Or, il n'y a plus personne. Ça n'est pas parce qu'il n'y a plus d'opposition que le gouvernement doit faire ce qu'il veut. C'est un gouvernement d'obligation et de résultats. Il faut qu'elle rende des comptes. Moi, j'aurais préféré que le président de la République, finalement, fisse un gouvernement historique. Hein. Un gouvernement historique. Un gouvernement historique, parce que vous avez des gens dans ce pays qui sont vraiment des gens très bien. Des gens qui sont emplis d'une certaine ambition pour leur pays. Je vous donne un exemple. Monsieur Nicolas Lawson ou Patrick Lawson? Nicolas Lawson. Monsieur Nicolas Lawson. Président du PRR. Voilà, je ne le connais pas, ce monsieur. Vous l'aimez? J'aime beaucoup ce monsieur. Pourquoi? Parce que il parle avec son cœur. C'est un monsieur qui parle avec son cœur.
C'est un monsieur qui croit en ce qu'il dit. Et dans tout ce qu'il dit, tout n'est pas faux. Il dit des vérités, ce monsieur. C'est pas parce que je ne le connais pas. Moi, je ne suis pas victime, je n'ai jamais été lézardé d'esprit. C'est-à-dire que je ne suis pas victime du mal togolais, qui consiste à jouir, vous savez, pas de l'infortune de son voisin. Il est là, elle est mignonnée, non, et etc., ainsi de suite. Moi, je ne suis pas comme ça. Vous pouvez être milliardaire, vous pouvez avoir autant de Rolls-Royce que vous voulez, je m'en fous. Ce qui compte, c'est ce qu'on échange sur le plan sentimental. C'est ça qui compte. Et ce monsieur aurait dû faire partie d'un gouvernement historique. Vous avez des gens comme ça. Vous avez des gens comme Agbeome. Vous avez des gens comme Patrick Lawson, Nicolas Lawson. Vous avez des gens comme ça, transversaux, c'est-à-dire de gauche à droite. Hein? Pascal aussi. Mais il ne peut pas, puisqu'il est embastillé. Et puis d'autres. Il faut un gouvernement historique. Parce que nous arrivons à une heure historique de notre nation. Gouvernement historique, une heure historique de notre nation. Aujourd'hui, à vous écouter, on sent que vous sentez la division du peuple. Je veux dire quelque chose. Si on n'y prend pas garde, il y aura une explosion sociale. Pourquoi? Parce que la souffrance des gens, c'en est trop. C'en est trop. Est-ce qu'il est normal, je vous donne des exemples, et est-ce qu'il est normal que vous avez des jeunes filles qui abandonnent l'école parce que les parents ne peuvent pas subvenir à leurs besoins scolaires, et après ils font des bêtises? Vous trouvez ça? Moi j'ai des filles. Je ne voudrais pas qu'elles connaissent le même destin. Alors pourquoi moi je dois ne pas vouloir cela pour mes filles et l'accepter pour les filles des autres? Les filles des autres, c'est mes filles aussi. Il ne suffit pas de planquer ses enfants dans des écoles d'un certain type de classe et regarder les autres comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qui sommes-nous? Mais qui êtes-vous? Qui je suis, moi? Pour considérer les autres comme n'étant pas de valeurs aussi nobles que moi. Comme quoi, nous naissons tous égaux. Ben voilà. Très bien. Encore quelques minutes. Parlez-nous du banquet qui a sanctionné ce banquet. Le voyage. Et Adema m'a fait faire du kodoyo avec la pâte de mil. Selon les informations, il devrait l'aimer. Oui. Parce qu'il était encore... Oui, il m'a fait faire ça. Et il a invité Dieu. J'ai vu Dieu. Le grand Dieu. Le grand Dieu. Allah. Il y avait Mohamed, il y avait Jésus, il y avait Voltaire, il y avait De Gaulle, il y avait Malraux. Il y avait tout le monde. Il y avait mon père, il y avait la famille Nasr, il y avait Antoine Baudonnat, il y avait Olympio Montesquieu, Louis XIV. Louis XIV, voilà. Talleyrand. Ils étaient tous là. Machiavel, ils étaient tous là. Et Adema leur a fait goûter le kodoyo. Ils ont apprécié. Et Louis XIV a apprécié. Il n'y a pas eu la boisson locale, la fameuse tchouk. Non, parce qu'il n'y a pas d'alcool, vous savez, là-bas. La grande différence. Il y a pas, à part le vin, il n'y a pas d'alcool. Mais bon, ça ne se pratique pas beaucoup là-bas. Voilà. Il y a beaucoup d'eau bénite. Et j'espère que cette eau bénite viendra rejaillir dans le cœur, dans les consciences de tous les Togolais. Le président de la République doit lire cette tribune. Et ceux qui l'empêcheront de lire cette tribune seront responsables un jour devant le général et Adema. Très bien, on vous a assez compris. Je vous remercie. Nous sommes pris par le temps. Il nous reste quand même, du moins je crois, une petite minute. Quel conseil, puisque vous avez effectué le voyage, vous avez rencontré le feu général président, il vous a parlé, vous avez découvert beaucoup d'autres choses et qui vous a galvanisé en termes de sens de pardon. Vous avez également participé à un banquet historique. Quel conseil donc aux Togolais aujourd'hui, commençant par le président de la République jusqu'au dernier Togolais s'il en existe? L'amour. Aimer son prochain. Fort, tu ferais mieux de nous aimer, parce que nous on t'aime bien. Alors il faut nous parler. Si tu ne parles pas, comment tu veux qu'on se comprenne? Et que le rempart qui est en train de s'ériger autour de toi, il faut briser ce rempart, qu'il vienne au peuple, qu'on libère le président de la République, mais qu'on le laisse à son peuple. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Moi, je rêve d'une rencontre historique avec le président de la République.
Ce serait une rencontre historique, je vous le garantis. Nous parlerons philosophie, nous parlerons de tout. Et nous trouverons un terrain d'entente qui fera que tout le monde devra se rassembler autour de l'idéal togolais, sans exclusive. On a besoin de tout le monde, de Pascal, de Patrick, de Nicolas Lawson, d'Akbeyome, de tout le monde. De tout le monde, même du plus illustre anonyme du pays. Parce que le but, c'est pour leur bien à eux. C'est pas pour nous qui sommes plus ou moins un peu planqués. Hein? C'est pour ceux qui souffrent plus que nous. Les gens ont aussi envie de rêver, il faut faire rêver les gens. Il faut faire rêver les gens. Et par rapport, puisque nous sommes, il y a juste quelques temps, la semaine des détenus, vous les avez vus, il y a eu des jeux, des festivités, un peu de tout et tout. Puisqu'il y a des mains, le feu général en a parlé, qu'est-ce que vous en dites pour finir? Vous savez, j'ai appris, quelqu'un me disait il y a une semaine qu'il y a des prisons dans lesquelles les détenus ne mangent qu'une fois par jour. Je ne sais pas si c'est vrai, mais si c'était le cas, il faut améliorer sensiblement les conditions de détention des détenus. Parce qu'avant tout, et après tout, ce sont des hommes. Quelle qu'ait été la gravité de leur faute commise, il faut améliorer leur cadre de vie. Je ne dis pas qu'il faille tout libérer les assassins, mais je dis tout de même qu'il faut observer un minimum de convenance et d'humanité, même en prison. Merci donc. Je vous en remercie. Comment disait le général, je vous remercie. Je vous remercie. Voilà, merci donc. C'était Sir Adomayakor Alban de la Meunière, avec vraiment cette lettre au général Eyadema à sa résidence céleste, et puis un compte rendu de l'audience qu'il lui a accorda avec des assortis de recommandations, on dirait. Et sur ce, nous disons merci à notre invité. Merci également à vous toutes et à vous tous qui nous avez suivis. Nous allons vous donner 3 citations. La première, identité togolaise. Sachez que si fou vous me prîtes, cette folie ne put être de base commune, mais si fou aliéné vous me prîtes, ce me semble honneur fait à ma résidence de fou pensant. Et puis l'autre citation serait tout de même, une république n'est point fondée sur la vertu, certes, mais elle l'est sur l'ambition de chaque citoyen qui contient l'ambition des autres. Et nous allons finir avec le fameux courrier de Maoulaoué, la petite fille qui a pris un stylo, un papier qui écrit à son père, « Papa, le monde change, la nature change, toutes les choses changent, toi aussi, tu dois changer. Bonjour, bonne journée, au revoir. » Au revoir, merci.